Dans ce chapitre 3, nous allons étudier comment le potentiel d'action arrivé au terminaison axonal déclenche la libération du neurotransmetteur. Commençons par observer la transmission synaptique. Supposons que nous avons deux neurones connectés, un neurone présynaptique en orange et un neurone postsynaptique en bleu. Puisqu'il est situé après la synapse, on l'appelle postsynaptique, avant la synapse présynaptique. Les deux neurones sont enregistrés en configuration cellule entière et en mode courant imposé pour enregistrer des changements de potentiel. Si on stimule le neurone présynaptique, on va enregistrer un potentiel d'action dans ce neurone présynaptique qui déclenche dans le neurone postsynaptique un changement de potentiel de très faible amplitude qu'on appelle potentiel postsynaptique excitateur parce qu'il est dépolarisant. Si on ajoute de la TTX dans le milieu extracellulaire dans lequel baignent les neurones, on constate qu'il n'y a pas de potentiel d'action présynaptique en réponse à la stimulation, puisque c'est normal, les canaux sodium sensibles au voltage sont bloqués par la TTX. Et on constate qu'il n'y a pas non plus de réponse postsynaptique. C'est logique, puisqu'il n'y a pas eu de potentiel d'action présynaptique. Si maintenant on ajoute un milieu qui baigne l'enregistrement, totalement dépourvu en ion calcium, 0 calcium, eh bien ça n'affecte pas du tout le potentiel d'action présynaptique en réponse à la stimulation, mais par contre, il n'y a pas du tout de réponse postsynaptique. Est-ce que les ions calcium jouent un rôle particulier dans la transmission synaptique? Et si oui, où est-ce qu'ils agissent? Afin de comprendre où agissent les ions calcium, on travaille sur la synapse géante de Kalmar. Dans cette synapse géante, on voit ici l'arrivée de la terminaison axonale, c'est l'élément présynaptique. Il fait synapse avec un élément postsynaptique que l'on voit ici en jaune et noir, et la synapse se trouve sous l'élément présynaptique. On peut remplir cet élément présynaptique d'un marqueur des ions calcium qui s'appelle l'aéquarine. Quel est l'intérêt? C'est que l'aéquarine fixe les ions calcium et devient sous sa forme liée à euchorine calcium. Or, cette molécule fluoresce différemment suivant qu'elle est liée ou libre. Donc, en fonction de la fluorescence de l'aéquarine, on peut savoir si des ions calcium sont entrés dans la terminaison présynaptique. Donc, on enregistre ici en imagerie ce qui se passe en point de vue fluorescence et on voit ici l'élément présynaptique qui est fluorescent, sans rien faire. On stimule maintenant l'élément présynaptique ici. On le stimule pour faire qu'il y ait des potentiels d'action. Et on a cet enregistrement petit b. Pour comprendre ce qui s'est passé entre les deux, on soustrait ces deux images. Et on voit ici le calcium qui est entré pendant la stimulation. On distingue des petits domaines de calcium, on appelle ça des microdomaines. Donc on voit bien que le calcium est entré dans la terminaison présynaptique, il est entré de façon non uniforme. Et ceci suggère qu'il y a donc des canaux calcium dans cet élément présynaptique qui permettent l'entrée des ions calcium. D'après l'expérience précédente, on peut faire l'hypothèse que les potentiels d'action qui arrivent dans les terminaisons présynaptiques ouvrent des canaux calcium. Et le calcium entre à travers ces canaux dans la terminaison présynaptique. Si tel est le cas, de quel type de canaux s'agit-il? Comment sont les courants calcium? Quelles sont leurs caractéristiques? Et est-ce qu'on peut expliquer ces microdomaines que nous avons vus dans la terminaison présynaptique? Pour comprendre le type de canaux et pour les étudier, il faudrait pouvoir enregistrer en patch clamp les terminaisons axonales. Or, c'est très compliqué parce qu'elles sont de très faible diamètre, environ 1 micromètre, et c'est exactement le diamètre, souvent, de la pipette d'enregistrement. Mais on peut travailler dans des synapses géantes. Nous venons de voir la synapse géante de Kalmar. Il y a aussi le calyx de Held qui se trouve dans le système nerveux central de mammifères dans les voies de l'audition, qui est une synapse géante, ou bien travailler sur la synapse neuromusculaire, qui est la synapse entre les motoneurones et les cellules musculaires, qui est aussi une synapse géante. On peut aussi enregistrer les canaux calcium dans le soma, car on retrouve certains des canaux calcium de la terminaison axonale dans le soma. On avait décrit dans de nombreuses préparations 1, 2, 3, 4 types de canaux calcium. On appelait L, N, P, Q, T, qui ont aussi une nomenclature CAV, pour voltage dépendant. Quels types de canaux calcium sont présents dans les terminaisons axonales? Si on étudie la jonction neuromusculaire, qui est facile à étudier puisque c'est une synapse géante,
on voit que ce sont en fait des canaux de type N essentiellement, et puis dans d'autres synapses des canaux de type PQ. Nous nous bornerons à étudier les canaux de type N, qui sont les plus souvent présents dans la terminaison axonale et qui permettent l'entrée des ions calcium dans cette terminaison. Nous en venons donc à cette hypothèse qu'un courant entrant en calcium sensible au voltage parce qu'il est ouvert par le potentiel d'action sodique, via des canaux calcium à haut seuil de type N, est responsable de l'augmentation transitoire de calcium que nous avons vue dans la synapse géante de Kalmar. On en arrive à cette hypothèse. Un courant entrant en calcium sensible au voltage vient des canaux à haut seuil de type N. Plus exactement, qu'est-ce que cela veut dire? Que des ions calcium entrent à travers des canaux calcium sensibles au voltage, puisqu'ils sont ouverts par le potentiel d'action, à haut seuil, c'est-à-dire qu'il faut que le potentiel soit vraiment dépolarisé pour qu'il s'ouvre, et c'est ce qui se passe pendant un potentiel d'action, serait responsable de l'augmentation transitoire de la concentration intracellulaire en ion calcium que nous avons vue dans la synapse géante de Kalmar.